Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance bonus de l'éveil de l'extraordinaire en soi grâce à l'alchimie des symboles. Ce qui est bon, c'est que je suis enfin capable de dire le titre sans me tromper. Ça prenait une cinquième séance pour ça, j'imagine. En fait, ça prenait une cinquième séance pour plein de raisons. Et je vais commencer là-dessus, vous dire à quel point tout est plus magique qu'on pense, tout est plus lié aussi. On en a parlé dans le dernier cours. Puis il faut se laisser, il faut faire confiance, c'était notre mot du début, puis il faut se laisser porter par tout ça encore plus. Quand l'idée vient, ben elle est bonne, ça s'arrête là. Moi, j'ai eu l'envie de faire cette séance supplémentaire. En fait, vous avez dit, vous n'avez pas carrément demandé une séance supplémentaire, vous avez juste dit, ah, il me semble que ça finit vite, puis bon, on en prendrait davantage. Puis moi, tout de suite, ça m'a dit, ben oui, pourquoi pas continuer lundi prochain. Je veux dire, c'est pas grand-chose, là, quand même. Puis parce que ça me tentait, ça me faisait pétiller solide à l'intérieur. Mais en plus, toute la semaine, j'étais connectée à vous autres, puis c'était un peu un saut dans le vide parce que, dans le fond, moi, ce que je pensais avoir à vous transmettre par rapport aux symboles, à tout le reste, les synchronicités, les rêves, etc., ou l'œuvre de Carl Jung, ben, dans mon esprit, dans ma tête, c'était fait. Je veux dire, c'était ça. Puis on a tout le monde, et je trouve tellement en plus qu'on a cheminé plus que ce que j'aurais pensé. En fait, je ne pouvais pas le savoir, je ne l'avais jamais fait avant cette formation-là. Mais en même temps, j'ai été impressionnée tout le long par votre manière d'embarquer là-dedans, puis d'y répondre, puis de témoigner, puis de ce que vous avez vécu, puis à quel point ça nous a nourris les uns les autres et tout. Mais là, cette semaine, j'avais tellement l'impression que s'il fallait, les morceaux se plaçaient pour conclure, en quelque sorte, pour englober tout ça, puis faire un genre de bilan aussi, puis dire, bon, ben là, qu'est-ce que ça nous a donné, ça, puis avec quoi on repart, puis maintenant quoi, là, après cette formation-là. Fait que c'est ça que je trouve bien, bien, bien beau. Donc là, vous n'avez pas eu de notes de cours, et c'était voulu parce que ben, il y a des choses que je voulais vous garder en surprise, c'est sûr. Je pense que c'est bien d'y recevoir, puis après d'y revenir, parce qu'il n'y a pas tant rien, il y a pas tant de théorie, je dirais, aujourd'hui. Il y a des histoires, il y a des prises de conscience, une façon de voir les choses, puis vous verrez si ça résonne en vous. Mais donc, par contre, après la séance, quand Sébastien va vous envoyer l'enregistrement, ben, vous allez avoir tous les textes dont il sera question aujourd'hui, puis aussi un genre de note de cours, bien que ça n'en soit pas, là, mais parce que j'ai des citations, exemple pour vous, des petites choses, fait que je mettrai ça là-dedans. Donc, vous n'avez pas de notes à prendre, vous allez vraiment tout avoir, c'est surtout ça que je veux que vous sachiez. Donc, pour commencer, je vais vous lire une histoire. Et c'est ça j'ai reçu ça ce matin. J'en revenais pas bien, bien. C'est que je suis suivie je suis supervisée là, par rapport à mes apprentissages de l'œuvre de Carl Jung. Et je ne sais pas pourquoi ma superviseure, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, je vais l'appeler comme ça. C'est ce matin qu'elle m'a parlé de ce texte-là. Et elle dit, je sais pas, elle dit, connais-tu l'histoire du faiseur de pluie? Je sais pas si vous la connaissez, l'histoire du faiseur de pluie. Mais cette histoire-là, Jung demandait à tous ses étudiants de toujours commencer leur conférence en racontant cette histoire-là. Fait qu'il faut le faire, là. On commence, tu sais, je suis avec vous. Jung, pour moi, c'est notre maître à penser dans cette aventure. Et donc, moi, je la connaissais pas, l'histoire. Bien que j'en ai raconté une qui ressemblait beaucoup, que je raconte toujours en début de conférence. Et ça fait un autre lien. Fait que mais je vais commencer par l'histoire du faiseur de pluie, puis on va aller plus loin après. Alors voici, cette histoire est issue d'un fait réel. On dit, c'est ça ce que je viens de vous dire, c'est que Jung demandait vraiment à tous ses élèves, ses étudiants, quand ils commençaient à s'adresser à quelque autre personne, de raconter cette histoire-là. Et c'est l'histoire de Richard Willem, qui est un ami de Jung. Richard Willem, vous allez avoir tous ces noms-là, là. C'est lui qui a créé le Yi King, qui est un jeu de divination, un des plus vieux au monde. Je suis en train de suivre je vais commencer une formation là-dessus. Et on verra comment ça va, puis si je suis en mesure de retransmettre, on pourra s'en reparler. Donc, alors, l'histoire va comme suit. Il y eut une grande sécheresse dans la ville où Richard Willem séjournait pendant des mois. Il ne tomba pas une goutte de pluie et la situation devint catastrophique.
Les catholiques firent des processions, les protestants firent des prières, les Chinois brûlèrent des bâtons d'encens et tirèrent des coups de fusil pour éloigner les démons de la sécheresse. Finalement, les Chinois se dirent « Allons chercher le faiseur de pluie ». Et cet homme-là, bon, est arrivé. Il venait d'une province à côté. C'est un vieil homme émacié. Il dit que la seule chose qu'il souhaitait était qu'on mette à disposition pour lui une petite maison tranquille où il s'enferma pendant 3 jours. Le 4e jour, des nuages s'amoncelèrent et il se produisit une forte chute de neige. Ça a commencé avec la pluie, après ça c'était de la neige, à une époque de l'année où aucune neige n'était prévisible et en quantité inhabituelle. Tant de rumeurs circulèrent au sujet de cet extraordinaire faiseur de pluie que Willem alla voir l'homme et lui demanda comment il avait fait. En vrai européen, il dit « Il vous appelle le faiseur de pluie. Pouvez-vous me dire comment vous avez produit de la neige? » Le petit Chinois répondit « Je ne fais pas la neige. Je n'en suis pas responsable. » « Mais qu'avez-vous fait durant les 3 jours? » que Willem a demandé. « Oh, cela, je puis vous l'expliquer. C'est simple. Je viens d'un pays où les choses sont ce qu'elles doivent être. Ici, les choses ne sont pas dans l'ordre. Elles ne sont pas comme elles devraient être, d'après l'ordre céleste. Aussi, le pays tout entier est-il hors du Tao, T-A-O, que vous connaissez déjà, sinon je vous invite à faire des recherches là-dessus. Je n'étais pas, moi non plus, dans l'ordre naturel des choses, parce que j'étais dans un pays qui n'était pas dans l'ordre. Parce qu'il y a des versions de l'histoire aussi où on nous dit que le petit Chinois, le faiseur de pluie, quand il est arrivé dans cet endroit-là, il s'est senti mal. Il a eu mal au cœur, il se sentait vraiment pas bien. Donc, il a senti qu'il y avait un désordre et ça l'a affecté automatiquement. Aussi, la seule chose que j'avais à faire était d'attendre 3 jours jusqu'à ce que je me retrouve en Tao, ça veut dire ordonné en quelque sorte. Et alors, naturellement, le Tao fit la neige. C'est magnifique cette histoire-là, là, on pourrait étudier ça pendant tout un cours. Comment, en fait, ce qu'on perçoit à l'extérieur, c'est ce qu'on porte à l'intérieur. Et inversement aussi, puis qu'on a, on a vraiment une puissance bien plus grande qu'on ne le croit aussi sur ce qui se passe à l'extérieur. Responsabilité d'abord et puissance. L'histoire que moi j'ai racontée, que je raconte encore, la plupart du temps quand je débute des conférences, entre autres dans les entreprises ou un peu partout, je débute toujours avec cette histoire d'un homme qui voulait changer de village. Ça se passait à une époque lointaine, il voulait déménager. Et il arrivait, à l'entrée des villages à cette époque-là, il y avait toujours un vieux sage. Et l'homme arrive devant le vieux sage à l'entrée du village et lui dit qu'il voudrait aménager là, mais il veut d'abord savoir comment sont les gens qui habitent dans le village. Fait que le sage lui répond en posant une question en disant « Comment étaient les gens dans le village d'où vous venez? » Puis là, ben, l'homme, il dit qu'il était négatif, qu'il était mesquin, peu importe, qu'il n'était pas des bonnes personnes. Alors, le sage lui dit « Mais mon pauvre vous, probablement que ça ne fera pas votre affaire de vous installer ici parce que les gens sont comme ça également. » Fait que le voyageur avait passé son chemin, mais quelques temps plus tard, il y en a un deuxième qui arrive, toujours à la même entrée du même village, devant le même vieux sage. Et pour la même raison, on veut aménager là. Donc, le sage repose la même question. Comment étaient les gens dans le village d'où vous arrivez? Et lui, il dit, il était formidable, il était généreux, bon, etc. Alors, le sage dit, bien, bienvenue chez vous, mon cher ami. Vous allez retrouver le même genre de personnes ici. L'homme entre pour s'installer au village. Mais il y avait à côté, pas très loin, un jeune qui, lui, avait entendu, il avait assisté aux 2 rencontres. Fait que lui, il est allé voir le sage, puis il dit « Hey, un instant, là. Vous avez menti à un ou l'autre, là. C'est quoi cette affaire-là? Vous avez dit complètement le contraire. » Et il dit « Moi, j'ai pas menti. Je leur ai juste servi leur propre vérité, celle qui réside à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils vont toujours retrouver, partout où ils vont aller, ce qu'ils portent à l'intérieur, ce qu'ils sont, finalement. » Fait que c'est exactement le même genre d'histoire. Si on veut changer les circonstances extérieures de notre vie, si on veut aller mieux, se réaliser, s'individuer et se réaliser, bien, il va falloir aller travailler sur nous. Il va falloir aller travailler à l'intérieur. Ça m'a fait penser à plein de choses, évidemment, mais bon, et le travailler sur soi, là, je suis partie avec la langue des oiseaux. Ça va vous permettre de pratiquer un peu. J'ai fait mon étude dans ce sens-là en me disant, travailler sur soi, c'est travailler au-dedans. Dans le fond, pourquoi? Pour vivre l'au-delà, ici même. C'est ça qu'on cherche. Quand on parle de l'au-delà ou qu'est-ce qui nous attire dans le monde plus spirituel, ben c'est où on n'a plus ces problèmes,
ces tracasseries terrestres, en quelque sorte, toutes ces souffrances, etc. C'est une grande, grande libération quand on pense à l'au-delà. Mais avez-vous pensé quand on entend les mots au-delà, au-dedans, si on remplaçait AU par HAUT, ce qui est en haut, au-delà, qu'est-ce qu'on a à travailler à l'intérieur de nous qui est dans la hauteur, dans l'élévation en quelque sorte. Et c'est dans l'hermétisme, c'est une autre affaire un jour qu'il va falloir que je vous parle, mais tous les travaux d'Hermès Trismégiste qui disaient ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc on voit tout le temps des deux côtés. Et ça m'a fait penser, là je me suis mis à penser l'eau de là à HAUT, l'eau dedans HAUT, l'eau d'ici finalement. Et là ça a sonné Odyssée, une Odyssée, O-D-Y-S-S-E-E. Ça, comme vous, je vous l'ai dit, je chemine exactement comme vous autres. Là, je ne suis pas plus avancée. Et voyez-vous, là, pour la première fois cette semaine, je me disais, oh, que là, la langue des oiseaux, c'est en train de rentrer. Là, je le sens. Là. Moi aussi, là, des fois, là, je m'arrache les cheveux sur la tête pour essayer de comprendre, d'aller chercher des significations ou des symboles, ou je ne sais pas quoi. Et là, bon, j'arrive à Odyssée. Odyssée. Qu'est-ce que l'Odyssée? Je vais aller voir la définition concrètement. Un voyage extraordinaire d'où l'on tire des enseignements imprévus. Est-ce que c'est pas ça la vie qu'on souhaite? Alors, c'est quoi, en plus, l'Odyssée? Là, je veux dire, ça existe, c'est un récit, c'est le récit d'Homère. Ça a été écrit à 700 ans avant Jésus-Christ, ça date pas d'hier. Et l'histoire, c'est l'histoire d'Ulysse. Vous vous rappelez sûrement d'Ulysse. Ulysse qui, après avoir fait la guerre pendant 10 ans, il veut rentrer chez lui par bateau et il est confronté à Poséidon, et toutes les épreuves que Poséidon lui fait vivre sur la mer avant de pouvoir rentrer chez lui. Mais il va finir par rentrer chez lui, c'est ça l'Odyssée. Et c'est quoi l'eau? Il veut rentrer chez lui par bateau. Poséidon lui met des épreuves sur la mer. L'eau, la symbolique de l'eau, la première, la plus grande, la plus importante, c'est l'inconscient. Quand vous rêvez de l'eau à de l'eau, quand vous rêvez à de l'eau, que vous êtes dans l'eau, qu'il y a de l'eau, c'est toujours votre inconscient. C'est parce que votre inconscient est là qui veut vous parler. Et la nuit passée, tout ça, ça me fascine. Parce que je me dis, c'est quoi les chances que, même cette semaine, alors que je me sentais très inspirée, qu'il venait toutes sortes de choses, mais je me dis, ah, c'est drôle, par contre, j'ai pas fait vraiment de rêve significatif. J'ai pas pris de note sur mes rêves de la semaine. La nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais dans l'eau. Et bon, c'est une affaire particulière parce que c'est quelque chose que je dois traverser actuellement qui m'enlève de mon énergie, si on peut dire. Là, les derniers rêves que j'ai faits, c'est beaucoup là-dessus et là, je le saisis de mieux en mieux. Mais en même temps, je trouvais ça fabuleux parce que je me disais, là, c'est comme l'inconscient, il vient juste rasseoir ça en disant, hey, là, faut travailler ça. C'est ça ce qu'on traverse actuellement. Bon, fait que là, je suis arrivée avec ça et savez-vous le lien que j'ai fait? Je me suis dit, bon, Ulysse, là, ça c'est toute de la mythologie aussi quand on regarde ça. Ulysse qui a fait son voyage après 10 ans de guerre, après 10 ans s'être battu, etc. Il veut rentrer chez lui. Il veut rentrer chez lui. Est-ce qu'on ne veut pas tous rentrer chez nous, finalement? C'est l'histoire de Dorothée dans Le Magicien d'Oz. Dorothée dans Le Magicien d'Oz, si vous vous rappelez, si vous avez vu ce film-là ou lu cette histoire, il y a une tornade qui arrive. Dorothée est projetée. Bon, à la fin, on apprend que c'est un rêve. En même temps, tout ça se tient, là. Mais Dorothée est projetée dans le monde, dans le monde, là, le chemin de briques jaunes, le monde d'Oz, finalement, du magicien d'Oz. Et tout ce qu'elle souhaite, elle, c'est rentrer chez elle. Elle veut rencontrer le magicien pour qu'il lui permette de rentrer chez elle. Et qu'est-ce qui arrive à la fin du magicien d'Oz? Ben, elle arrive devant le magicien, mais qu'on ne le voit pas vraiment parce que c'est derrière un rideau puis il y a plein d'affaires qui se passent. Mais Toto, son petit chien qui représente l'esprit qui la guide, qu'est-ce qu'il fait, Toto? Il s'en va, lui, il sent ce qui se passe, il va tirer sur le rideau. Le rideau tombe. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit monsieur stressé qui fait marcher toutes les machines qui font croire qu'il existe un grand magicien. Puis le temps qu'il voit que le rideau est tombé, puis que là, Dorothée l'a vu, c'est savoureux, là, cette fin de film-là. Si vous pouvez voir ça, ça va vous parler, je suis certaine. Mais ce qu'il dit au bout du compte, le fameux magicien, ce qu'il va dire à Dorothée, à une Dorothée qui est extrêmement déçue, parce qu'elle pense qu'elle ne pourra jamais retourner chez elle s'il n'y a pas de vrai magicien. Mais ce qui lui fait comprendre, c'est que le magicien, il est à l'intérieur d'elle-même et qu'elle a toujours eu l'occasion de retourner chez elle.
C'est elle qui s'est inventée la nécessité d'un long chemin avec des épreuves, en pensant que c'est parce qu'il fallait passer à travers toutes ces épreuves-là que finalement on pouvait revenir à la maison. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire dans nos vies la plupart du temps? On se complique l'existence, on se met des bâtons dans les roues, on traverse de la souffrance à pu finir, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on a compris qu'il fallait ça, qu'il fallait, c'est comme, je sais pas, là, il y a peut-être des trucs un peu pour nous ici au Québec judéo-chrétien qu'il faut gagner notre ciel, là, sans doute, là. Mais il y a des choses de cet ordre-là, alors que tous les textes, toutes les histoires de mythologie, qu'est-ce qu'elles essaient de venir nous dire? C'est tout est là, tout a toujours été là. C'est toujours possible de rentrer à la maison. En fait, on y est déjà. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est Paracelse, je le dis peut-être pas bien, qui a dit c'est sur soi-même qu'il faut œuvrer, c'est en soi-même qu'il faut chercher. Comme la devise de Socrate qui disait connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est tout ça, c'est exactement là qu'on est convié, qu'on est invité. D'autant plus qu'on a fait 4 semaines sur l'alchimie des symboles. Pourquoi? Tous ces symboles-là, toutes ces synchronicités, toute cette étude de notre inconscient, à quoi ça doit nous servir? À rentrer à l'intérieur, à se retrouver. Puis finalement, ben, puisqu'on nous dit ça, qu'il faut chercher, qu'il faut œuvrer en nous-mêmes, chercher en nous-mêmes, ben, peut-être que la question aussi, c'est finalement, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'ai envie de trouver? C'est ce genre de questions-là qu'il faut se poser. Parce qu'on nous dit, on a tendance à trouver ce que l'on cherche. Et rappelez-vous la belle phrase de Christian Bobin, ce que tu trouves est 1000 fois plus beau que ce que tu cherches. Ça aussi, là, c'est venu, pour moi, cette semaine, faire un sens, un bien plus grand sens, quelque chose de plus grandiose, en quelque sorte, en me disant, ben oui, pourquoi c'est tout ce que je cherche, mais c'est en l'extérieur de moi qu'il faut que je le trouve. Mais en plus, c'est que c'est bien plus beau que tout ce à quoi je peux m'attendre. Vous pensez l'Odyssée merveilleuse dans laquelle on est, dans le fond, en étant simplement incarné sur cette terre? Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et ça revient à notre affaire de dire aussi dans la vie, combien de fois, tu sais, on cherche, je sais pas moi, si vous cherchez un amoureux, vous cherchez un homme merveilleux, une femme merveilleuse. On cherche une maison idyllique, un endroit où vivre qui soit idyllique. On cherche finalement une vie merveilleuse, en quelque sorte. Comment on fait pour y arriver? Il faut devenir cette merveille-là. Si ce qu'on nous dit, c'est que tout est à l'intérieur et que tout est déjà là, et qu'on retrouve à l'extérieur ce qui est à l'intérieur, ou en haut ce qui est en bas, et inversement, ben, alors l'autre question qui vient, c'est plus juste qu'est-ce que je cherche, mais c'est qu'est-ce que je suis, puis comment je pourrais voir davantage la merveille que j'ai à l'intérieur de moi. Alors pour ça, moi, je trouve que la meilleure façon de faire, après ça, on se dit, bon, OK, tout ça, c'est bien beau, là. Maintenant que c'est dit, là, on fait quoi là, avec ça? Concrètement, là. En fait, ça m'a ramené à ma fameuse pyramide, la pyramide de Maslow pour commencer, qui après, quand Maslow nous a dit, après l'accomplissement de soi, la pyramide s'inverse, puis là, ce qu'il y a au départ, c'est le dépassement de soi. Bien, ça aussi, ça a fait du chemin cette semaine. À un moment donné, je me disais, tabarnouche, j'ai l'impression que j'étais en train de devenir folle, là, à penser à tout ça, puis à faire des graphiques, puis des dessins, puis à mettre des infos, puis tout ça. Mais je me disais, ça fait beaucoup de sens. Vous verrez si ça en fait pour vous. Mais la pyramide de la base, celle de Maslow, là, qui est plus large à la base et qui grimpe comme ça, bien, c'est nos besoins, justement, nos besoins de base qui doivent être comblés, vous vous en rappelez. Mais cette pyramide-là, jusqu'à l'accomplissement de soi, moi, l'impression qu'elle me donnait, puis c'est comme ça on nous l'a toujours illustré, c'est qu'on a mis des strates. Tu sais, on a dit, bon, la base, tu sais, bon, nourrir, là, se nourrir, être en sécurité. Bon, je ne mets pas dans l'ordre nécessairement, mais c'est comme toutes des marches, des étapes. Et donc, cette première partie de vie, peut-être, est-ce que ce serait pas justement la partie un peu plus ardue, en quelque sorte? Parce que on a à grimper, on a à gravir des marches. Il faut monter. Des fois, on dégringole, on remonte. Donc, il y a une première partie de notre odyssée, je crois, comme Ulysse le fait en traversant la mer, puis même avant ça, en faisant la guerre, où on doit gravir, grimper, apprendre, se solidifier. Et là, on est vraiment dans l'incarnation physique.
Et quand la pyramide s'inverse pour débuter le dépassement de soi, ben moi, ce que j'ai vu tout de suite, ce que j'imaginais, c'est que là, on n'est plus dans des marches. Là, on est dans une spirale qui grimpe comme ça. Autant on a les marches au début, flop. Là, après ça, comme ça, spirale qui fait ça. La spirale, elle n'est pas obligée de s'arrêter, là, elle peut toujours continuer. Donc, quand on arrive dans la deuxième partie, après le retournement, rappelez-vous qu'on a parlé de retournement, puis je vais y revenir là, pour vous l'expliquer comme il faut, bien, là, on est aspiré dans une spirale ascendante vers le haut. Fait que quand on est à ce moment-là, ce qu'on a à faire carrément, c'est plus tant de, c'est plus de forcer, c'est de se laisser aller. C'est juste de se laisser porter, de bénéficier de tout ce qu'il y a autour, les symboles, les synchronicités, pour se permettre de s'élever en quelque sorte. Puis cette image-là là, des deux sabliers, ce qu'elle me fait penser, non, je viens de le dire, des deux, des deux triangles, c'est comme l'image d'un sablier. Puis je me dis, ah, c'est formidable parce que c'est le temps qui s'écoule, mais en même temps, quand on pense à l'éternité, qu'est-ce que l'éternité? Bien, l'anagramme d'éternité, c'est étreinte. Je pense que c'est dans Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux que j'ai dû parler de ça, peut-être. Mais les lettres d'éternité placées autrement, ils font étreinte. Donc, embrasser, étreindre. Embrasser. Plus on embrasse toute notre vie, tout ce qu'on a vécu et nos souffrances inclus, plus on touche à cette notion d'éternité. L'autre point que je trouvais important de voir là-dedans, c'était que dans la spirale, dans la pyramide de base, tout est question de nourrir la base, de faire que, comme quand on a semé quelque chose, on a semé une fleur, par exemple, dans le sol, mais on va nourrir, on va lui donner de l'eau, du soleil, on va donner tout ce qu'on peut pour lui permettre de grandir et finalement d'éclore. Bien, on a la même chose dans ce schéma de double triangle, de triangle qui s'inverse. C'est que la base, c'est nourrir et ensuite, c'est éclore. On a ces deux étapes-là. Là, je vais essayer de vous faire un dessin quand je vais vous envoyer les notes. Là. Vous serez indulgent envers mon dessin, mais j'essaierai pour vous faire un bon rappel quand même de ça. Et là, quand on dit retournement, quand on dit le moment où la pyramide s'inverse, en quelque sorte, c'est quoi le retournement? On en a parlé dans la semaine dernière. On disait c'est le moment où on doit arrêter, se calmer, se reposer avant de pouvoir prendre un nouvel envol, accéder à une autre étape. Qu'est-ce qui nous oblige à nous arrêter ou nous reposer dans la vie? Pensez à ça cette semaine aussi. C'est quand on est dans une vie où ça va vite, où on est connecté beaucoup technologiquement de mille et une façons, quand est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter? Bien, malheureusement, souvent, il faut que ça fesse, en bon québécois, pour qu'on s'arrête. C'est parce qu'on vit quelque chose de difficile qu'on va subitement s'arrêter. En fait, même, j'irais plus loin, on se fait arrêter. Bien souvent, c'est même pas nous qui nous arrêtons, c'est que la vie nous arrête carrément. Nous s'assure qu'on va prendre ce moment-là. Mais le pire, c'est que la vie, il y a bien des gens que la vie va les arrêter et ils vont s'arrêter juste pour penser comment ils vont reprendre. Donc, se remettre rapidement en selle sans rien changer. Fait qu'eux n'ont pas effectué le retournement, c'est sûr. Là. Moi, j'ai l'impression que dans ce temps-là, on dégringole en bas des marches. Là. C'est carrément ça qu'on fait. Tandis que si on prend cet arrêt obligatoire, en quelque sorte, puis il n'y a pas besoin d'être tragique. Là. C'est sûr qu'il y en a que c'est une maladie, mais ça n'a pas besoin d'être ça. Une séparation, on peut nous arrêter la mort de quelqu'un qu'on aime, l'arrêt je sais pas moi, même un changement, tout changement dans la vie, souvent, nous offre une occasion d'arrêt quand on change de travail, quand on déménage. Il y a un moment de pause. Il y a un moment où il y a une pause qui doit se faire, une réflexion, etc. Donc, plutôt que d'attendre d'être arrêté pour faire ce qu'on a à faire, puis accéder à la pyramide inversée, donc à l'éclosion, au dépassement de soi, ben, moi, je pense vraiment que notre piste la plus rapide, ce qui va vraiment nous aider à justement embarquer puis faire cette odyssée-là, puis arriver du côté où on est dans la spirale ascendante, ben, c'est d'examiner nos souffrances, c'est d'examiner, on en a parlé aussi la semaine dernière, nos petites misères, là.
petites et grandes misères ou souffrances, et aller voir qu'est-ce que c'est venu nous enseigner. Qu'est-ce que je dois en saisir? Et peut-être, probablement même, quels sont les changements que je dois faire dans ma vie en raison de ces souffrances-là. Tu sais, ça n'arrive pas par hasard. Pourquoi je souffre de tel... Pourquoi c'est si difficile? C'est ce qui m'arrive. Ben, je suis pas dans le Tao. Si on reprend l'histoire du faiseur de pluie, on est dans le chaos. On n'est pas dans le Tao, là, ça c'est clair. Donc, si je veux ramener l'ordre, ben, je pense que d'abord, pour ramener l'ordre, il faut que j'aille voir qu'est-ce que la vie tente de me dire à travers ça. Donc, d'utiliser nos moments de souffrance, on le fait le travail dans qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. J'ai l'impression aujourd'hui, en plus, que cette conclusion conclut ces deux formations-là, en quelque sorte. Mais le travail, c'est d'aller voir nos moments difficiles, nos difficultés de vie, de se demander comment je pourrais dire merci à ça. Qu'est-ce que ça a fait pour moi? Qu'est-ce que ça a changé? En quoi ça m'a changé? Qu'est-ce que ça m'a fait apprendre? Qu'est-ce que ça m'a fait développer peut-être comme nouvelle habileté? Vers où ça veut me diriger? C'est tout ce genre de questions-là qu'il faut se poser et de se dire que tout est correct, c'est-à-dire que il n'y a pas... c'est pas grave. Tu sais, des fois, on va vite en se disant ah, c'est terrible, pourquoi ça m'est arrivé? Puis c'est donc bien épouvantable. Mais non, au contraire, c'est merveilleux. C'est un cadeau de la vie, carrément. Et je vous l'ai dit, à chaque fois, il y a toutes les grandes choses qu'on a pu avoir vécues. Dans mon cas, que ce soit la dépression, un divorce, la perte de tous mes mandats professionnels dans l'espace d'une semaine. Bien, moi, j'ai pris chacun de ces morceaux-là et je me suis demandé, bien, qu'est-ce que c'est venu m'enseigner? En quoi j'ai grandi grâce à ça? Qu'est-ce que j'ai appris? Bien, dans la dépression, j'ai appris que je n'étais pas du tout dans ma voie, que je faisais tout pour faire plaisir à tout le monde autour sans me demander qui j'étais vraiment. Et donc, je me suis épuisée, c'est carrément ça, à force de vouloir plaire à tout le monde, sans nourrir. Là, je n'étais même pas en train de gravir les marches de la base. Là. J'essayais de monter ceux de tout le monde autour, finalement, plutôt que de gravir les miennes. Ensuite, un divorce, qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Bien, ça peut nous apprendre à se donner de la place, à revoir nos besoins aussi. Tu sais, cette personne-là avec qui ça n'a pas fonctionné, bien, c'est pas un hasard, puis c'est pas juste à cause d'elle, puis c'est pas juste à cause de nous. C'est un ensemble de choses qui font que ça ne fonctionnait pas. Mais en même temps, ça peut être l'occasion d'aller se demander, ben, est-ce qu'il n'y a pas, moi, quelque chose que j'ai de pas réglé qui cause cette problématique que je retrouve toujours quand je suis en couple? Il y en a pour qui c'est pas nécessairement dans le couple, c'est même dans les relations. Les relations en général, il y a des gens qui vont dire pourquoi j'ai du mal à garder mes amitiés ou au travail, tu sais, avec mes collègues de travail, je finis toujours par me chicaner avec quelqu'un, mettons. On connaît des gens comme ça. Puis là, ils vont se dire, ben, je suis donc bien pas chanceuse, je suis donc bien pas chanceux, je tombe tout le temps sur du monde qui sont pas fins, ou qui ont plein de problèmes, ou je sais pas quoi. Mais là, c'est autant la pyramide se renverse, autant il faut prendre le miroir, puis le mettre vers soi, puis dire, y a-tu quelque chose en moi qui peut créer ça, provoquer ce genre de situation? La réponse, c'est oui, c'est sûr. Puis ce que je trouve le fun avec vous autres, c'est qu'on peut s'en parler. Parce qu'il y a bien des gens qu'on pourrait même pas dire ça. Mais ils ne se seraient pas inscrits à un cours qui s'intitule L'éveil de l'extraordinaire en soi grâce à l'alchimie des symboles, ces gens-là. Puis en même temps, ben, des fois, on peut être un peu découragé, justement, en se disant, ben, à quoi ça sert? Est-ce que vraiment le fait que je fasse ça, alors que je vois tant de monde qui on dirait qu'ils sont pas prêts à faire ce chemin-là, qu'est-ce que ça va changer? Bien, ça va tout changer parce que c'est le même principe. C'est que si je change les choses à l'intérieur de moi, je ramène l'amour, l'harmonie, etc., le Tao, comme le faiseur de pluie disait, bien, je change automatiquement ce qu'il y a à l'extérieur. Mais pensez-y, si on est plein d'humains qui faisons ce chemin-là, bien, l'échelle grossit. C'est sûr que là, on touche à plus grand. Fait que moi, je pense qu'il n'y a aucune odyssée qui est vaine, finalement. Si chacune de nous déjà, là, juste la gang qu'on est, là, juste nous autres, là, on a un effet incroyable, je suis convaincue. Par exemple, dans nos sociétés là, québécoises et françaises, parce qu'on vient autant je pense, du Québec que de l'Europe. Mais juste nous, là, c'est beaucoup nous, là, déjà. C'est ça qu'on oublie. On oublie
C'est même notre importance, j'ai envie de dire. Puis c'est pas de l'ego, là. C'est pas de l'ego, ça aussi, c'est un autre truc, hein. C'est que plus on arrive dans le dépassement de soi, ce qui va nous aider à se laisser aller dans cette spirale-là, c'est d'assumer aussi, assumer qu'on a cette puissance-là, assumer que la vie est bien plus grande et donc je suis plus grande que ce que je peux percevoir la plupart du temps. Même si ça part de cochonneries. Puis l'image qui me vient, c'est, quand je dis ça, c'est Thich Nhat Hanh qui disait, il disait la fleur de lotus qui est si belle, qu'on trouve si grandiose, si extraordinaire, elle pousse dans la boue. Puis lui, il avait une phrase, il faisait des calligraphies, Thich Nhat Hanh, avec des phrases qui l'avaient marqué. Mais il y a une calligraphie que, si vous tapez calligraphie Thich Nhat Hanh sur Google, je suis certaine que vous allez tomber dessus parce que c'est une qui revenait souvent, où c'est écrit No mud, no flower. Pas de boue, pas de fleurs. En fait, pas de boue, pas de lotus, puisqu'on parlait du lotus. C'est fou, là, de dire, OK, fait que notre vie, c'est pareil. C'est que nous sommes la fleur qui cherche à éclore. Et ça se peut qu'on ait été planté dans de la bouette, là, en bon québécois, dans de la boue. Et c'est pas grave. Parce qu'on pousse aussi et on éclot aussi dans la boue. C'est de penser que c'est comme on peut sortir plein d'images, mais pour revenir à la fleur, tiens, d'abord, la fleur de, là, on parle de la fleur de lotus, mais la fleur, là, ça vient étymologiquement de fleur, F-L-U-R, qui veut dire le meilleur de quelque chose. Puis son principe symbolique de la fleur, c'est le réceptacle, c'est le principe d'ouverture, la coupe pour accueillir ce qui est à accueillir. Et c'est le symbole de l'amour et de l'harmonie. Quand on dit l'humain doit fleurir, c'est magnifique. Là. Je sais pas, je me demande, je voudrais donc poser la question aux grands, ceux qui ont créé, qui ont inventé la psychologie positive, quand ils ont commencé à dire l'humain doit fleurir, ils ont pogné ça où? Ils ont pris ça où? Ils ont-tu étudié l'alchimie? Ils ont-tu étudié les symboles, la mythologie? On dirait que oui, mais peut-être que non, parce que des fois aussi, en plus, ce qui est beau dans la vie, c'est que tous ces concepts-là, tout ce qu'on réalise à un moment donné, on se rend compte que c'était déjà là, c'est déjà là autrement, c'est juste qu'on on l'a pas nécessairement compris, mais ça nous est offert. Fait que c'est magnifique. Fait que dans le fond, où ça nous amène, cette fameuse symbolique de la fleur, c'est l'alchimie intérieure. C'est comment on va se transformer à l'intérieur, comment ça va éclore à l'intérieur avant d'éclore à l'extérieur. Et ce qu'il y a de beau aussi là-dedans, c'est quand on regarde une fleur, on pourrait penser que ce qui est plus beau, ce qui est le plus admirable, c'est la fleur en tant que telle qui va s'ouvrir. Mais la fleur ne peut pas s'ouvrir si elle n'a pas la tige. Dans le cas de la rose, si elle n'a pas ses épines. Tu sais, il y a vraiment toute une analyse, une analogie, des analogies à faire avec ça. Alors, pour arriver à, justement, que ce soit s'individuer, se réaliser, comme on l'a dit au début, réaliser nos noces intérieures, accoucher de la formidable personne qu'on est, bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'il n'y a pas tant à faire, justement. Il y a plutôt à être. Puis si on parlait du faire, ben j'aurais tendance à parler de défaire. Défaire, enlever ce qui est de trop, ce qui nous est devenu nuisible, donc dissoudre, laisser aller tout ça. Et c'est la fameuse histoire de Michel-Ange, je me répète, mais Michel-Ange, toutes les plus belles sculptures qu'il a faites, la Pietà, le David, etc., il revenait toujours en disant mais moi, je fais rien d'autre que de libérer l'œuvre d'art qui se trouve déjà dans le bloc de marbre. J'enlève les Elle est déjà là. Moi, il faut juste que je la libère, finalement. J'enlève l'excédent, j'enlève ce qui la cache. Je soulève le voile. Tu sais, c'est cette expression qu'on utilise aussi. Et c'est ce qu'on a à faire pour nous, finalement. C'est on est cette œuvre d'art extraordinaire, ce trésor incroyable. Mais là, est-ce qu'on le voit, premièrement? Fait que c'est pour ça que si je fais un retour au début aussi, on avait choisi des mots, vous vous rappelez, moi je vous avais parlé de débrouillardise et de confiance. Mais la confiance, c'est important, c'est de développer la confiance que je suis cette merveille, que j'ai cette merveille à l'intérieur de moi. Puis plus je vais le réaliser en plus, plus je vais le percevoir dans les autres, tout le temps. Puis, ou quand je vais le percevoir dans les autres, ben, automatiquement, il faudrait que ça me ramène à me dire, ah, ben, moi aussi, je suis comme ça. Moi aussi, j'ai ça. Si je suis en train de l'admirer dans l'autre, c'est parce que je l'ai aussi.